Bonjour à tous. Donc c'est un réel plaisir pour moi d'être ici et qu'on soit tous réunis pour ce congrès de l'ASMédian. Et sans plus tarder, je vais parler des analogues de GLP-1 dans l'obésité. Personnellement, j'ai préparé ça en 30 minutes, j'aurais du mal à le réduire, sauf si j'enlève des parties. Alors la nouvelle définition 2025 de l'obésité, elle va nous aider pour la prise en charge des patients chez qui indiquer les analogues de GLP-1. On ne se base plus, comme on l'a dit précédemment, sur l'IMC. Il peut être utile, bien sûr, puisque l'IMC peut surclasser ou sous-diagnostiquer des patients obèses. Donc la nouvelle classification de 2025 va se baser sur l'excès de masse grasse, et c'est en fait la définition de l'obésité que vous allez déterminer par le tour de taille ou mais en mieux par l'impédance mètre pour évaluer la masse grasse. Et ça va vous permettre de définir des patients obèses. Ils peuvent être en obésité clinique ou en préclinique, et c'est important de différencier, puisque dans les recommandations, on va se baser sur cette classification. Donc préclinique, c'est qu'un patient obèse n'a pas de retentissement métabolique ou sur sa qualité de vie articulaire, etc. Et l'obésité clinique, c'est l'obésité, la vraie obésité définie par un excès de masse grasse et un retentissement. Donc on est devant une véritable pandémie, puisque actuellement, c'est 18% des personnes dans le monde, et ça c'est dans l'Atlas 2025, qui ont une obésité. Et si on projette pour 2030 et on rajoute les personnes en surpoids, eh ben on est à une personne sur deux. Donc alerte, on a un vrai problème, et les endocrinos et toute spécialité, on va devoir faire face à ce fléau, et chez nous encore plus, puisque la prévalence actuelle est estimée à 24% déjà actuellement au Maroc, selon l'Atlas 2025. Alors, face à cette obésité, on a, heureusement, avantages et inconvénients, on verra, les analogues de GLP-1. Ils sont plusieurs, je n'ai pas besoin de vous rappeler les différents analogues de GLP-1, mais nous, au Maroc, on a le liraglutide, pas à dose de 3 mg pour l'obésité. On aura très prochainement, je pense, incessamment sous peu, le sémaglutide, donc, qui est plutôt pour le diabétique, mais donc le Wegovy qui rentrera par la suite pour l'obésité, et les analogues GLP-1, GIP, le Mounjaro, qui ne rentre pas tout de suite au Maroc. Et il y a les triples agonistes aussi qui sont en cours d'installation. Donc, 3 choses qu'on va voir, les avantages, je pense que vous les connaissez. Et ce qui va nous intéresser, je pense qui vous intéresse le plus, c'est les effets secondaires, les risques, comment prescrire tout en étant en sécurité, puisque les patients lisent et s'informent, et on a des effets secondaires. Et puis, je vais terminer par la pratique courante. Donc les avantages, premier avantage, et je pense pour moi personnellement, c'est l'avantage le plus précieux dans les analogues de GLP-1, c'est l'effet anti-inflammatoire. Donc l'effet anti-inflammatoire, dans plusieurs études, a été retrouvé, et donc ça va nous aider, c'est pour ça que ça aide dans plusieurs organes. Donc ça a été retrouvé dans une méta-analyse récente et dans plusieurs publications. Deuxième effet, c'est les effets neuroprotecteurs. Et ça, c'est un effet qui est de plus en plus pointé parce que les analogues de GLP-1, bien sûr, pénètrent la barrière hémato-encéphalique. Ils vont aider dans tout ce qui est connexion synaptique, améliorer les fonctions mitochondriales, les signalisations de l'insuline au niveau du cerveau, parce qu'on sait qu'il y a une insulinorésistance cérébrale, entre guillemets. Ça réduit l'inflammation et donc ça protège. Et on se rend compte que maintenant, dans la démence sénile ou des maladies d'Alzheimer ou autres, il y a des risques beaucoup plus faibles sous sémaglutide. Dans la maladie de Parkinson aussi, il y a des publications qui sortent sur l'effet protecteur. Et bien sûr, dans les maladies donc type athérosclérose, accident vasculaire cérébral, ça permet de réduire l'incidence. Et il y a une grande étude qui est en cours et on attend les résultats avec impatience pour 2027. C'est les études EVOQUE et EVOQUE+, qui vont évaluer le sémaglutide oral, donc le Rybelsus, dans les maladies d'Alzheimer, dans les stades précoces débutants de la maladie d'Alzheimer. Troisième effet, c'est un effet aussi en vogue, c'est l'effet sur les addictions. Il y a de plus en plus d'écrits dans la littérature sur les addictions et le sémaglutide, tirzépatide, dans différentes addictions, que ce soit des addictions toxiques ou aux addictions alimentaires. Donc on en a parlé tout à l'heure, par plusieurs mécanismes d'action. Je ne vais pas détailler, mais en gros, dans les circuits de la récompense et dans tout ce qui est neurotransmetteur, ça va agir à ce niveau-là. Et donc, ça va nous permettre un peu de contrôler ces addictions. Donc, que ce soit alcool, nicotine, drogue, opioïdes, il y a beaucoup d'écrits dessus avec une réduction et une aide même pour les périodes de sevrage.
surtout pour la nicotine et l'alcool, pour les personnes qui essayent d'arrêter. Donc, il y a une aide des GLP-1 à ce niveau-là. Et pour tout ce qui est craving alimentaire, et on le sait, les patients sous GLP-1 commencent à contrôler leur appétit et on peut après parler de conseils nutritionnels. Quatrième effet, et pas le moindre, l'effet sur le poids, et ça je vous apprends rien, l'effet sur le poids parce que déjà il y a les effets centraux sur les centres de l'appétit, sur les circuits de la récompense, sur tout ce qui est satiété, on en a parlé tout à l'heure, le ralentissement de la vidange gastrique, mais aussi de plus en plus on se rend compte qu'il y a des effets directs sur les graisses et sur l'utilisation des graisses stockées, des utilisations qui sont accélérées. Alors, les pertes de poids, elles sont très variables selon les études. Il ne faut pas oublier que beaucoup d'études sont publiées par les laboratoires pharmaceutiques et donc c'est bien ficelé, donc c'est bien, les patients sont bien suivis. On peut avoir des pertes de 16% avec le sémaglutide, le liraglutide un peu moins, on le sait, le tirzépatide un petit peu plus, 22%, et les triples agonistes sont spectaculaires, c'est presque le quart du poids et donc peut-être ils vont concurrencer, on le sait, la chirurgie bariatrique. Donc cette perte de poids, elle est vue quasiment avec tous les GLP-1 et les associations GLP-1 et GIP, avec, attention, une reprise. On va reparler tout à l'heure de la reprise de poids à l'arrêt du traitement. Effet sur l'apnée du sommeil, ça je pense, je ne vous apprends rien. Déjà à l'époque avec le liraglutide, on avait la fameuse étude SCALE qui a montré que les scores apnée-hypopnée étaient améliorés chez les patients obèses. Et cela, indirectement parce qu'on perd du poids, on diminue l'inflammation, mais directement parce qu'on soulage les voies aériennes, les graisses qui sont dans les voies aériennes supérieures et aussi au niveau du diaphragme. Donc, dans tout le programme STEP qui est avec la sémaglutide, et je pense qu'on en parlera à l'arrivée de la sémaglutide, il y a des patients obèses qui perdent du poids. Donc, évidemment, ils vont mieux respirer la nuit. Mais on a déjà la première publication avec le tirzépatide, avec les scores apnée du sommeil qui se sont améliorés. Et donc, on a des patients moins fatigués qui vont plus adhérer à l'activité physique et qui sont plus éveillés. Sixième point, la stéatose hépatique. Ça aussi, je pense que vous le savez, puisque actuellement, ça fait boom, puisque c'est le traitement le plus efficace actuellement pour la masse, pour la stéatose métabolique, puisque ça réduit, bien sûr, le contenu adipeux au niveau du foie. Et alors, dans les doubles agonistes et dans les triples agonistes, c'est spectaculaire, la réduction. Il y a beaucoup, beaucoup de publications, je vous invite à les lire. Et donc, ça fait boom chez les hépatologues, bien sûr. Ils vont commencer à vous adresser, à vous proposer de mettre le patient sous GLP-1 et dans leurs recommandations en 2023 chez les patients obèses, dans les stades de FIB 4, déjà dans les stades intermédiaires, donc stade de FIB 4 au-dessus de 1,3 ou au-dessus de 2,6 dans les hauts risques de fibrose, vous avez les analogues de GLP-1 qui sont placés ici. Protection cardio-rénale, je pense que vous le savez, je ne vous apprends rien, donc je vais passer rapidement parce qu'on va en reparler demain, mais les analogues de GLP-1 ont déjà prouvé leurs bénéfices cardiovasculaires et rénales par tous les effets anti-athérosclérotiques et encore plus avec les doubles agonistes, puisque là on passe encore plus fort dans l'effet anti-inflammatoire et dans la perte de poids. Donc vous avez beaucoup d'études sur la réduction des événements cardiovasculaires majeurs, l'insuffisance cardiaque, les AVC et aussi les effets rénaux très protecteurs. Voilà, ça ce sont les différentes études où il y a les différents pourcentages de réduction et l'étude Surmount qui vient de sortir pour le tirzépatide. Aussi, un petit mot sur tout ce qui est ovaire polykystique, puisque là aussi, vous le savez qu'on est un petit peu, on va dire, déçus avec les règles hygiéno-diététiques des femmes qui ont des troubles de fertilité ou des ovaires polykystiques. Et donc, les GLP-1 aident énormément dans l'insulino-résistance. Et comme vous y attendez, dans les recommandations des gynécologues et dans les ovaires polykystiques, il y a les analogues de GLP-1 qui sont placés pour la patiente avec syndrome des ovaires polykystiques avec obésité. Et bientôt, nous aurons aussi les collègues rhumatologues, puisque dans les maladies rhumatismales, maintenant les maladies auto-immunes et les maladies où il y a de l'inflammation, il y a les analogues de GLP-1, puisqu'ils soulagent non pas que par l'effet mécanique, mais aussi par l'effet anti-inflammatoire, donc la douleur diminue. Donc, pour résumer, vous voyez tous les avantages. On n'est pas que devant des traitements qui diminuent le poids. On a plusieurs effets multifactoriels. Et donc, c'est très intéressant pour nous dans la prescription chez le patient obèse. Alors, il y a des répondeurs, des moins bons répondeurs, ça on le sait. Les meilleurs répondeurs seraient les femmes, donc dans toutes les études. Alors, peut-être parce qu'il y a plusieurs facteurs
confondant chez la femme. Et aussi, on se pose la question dans les études de vie réelle. Est-ce que les résultats sont pareils? Alors, aux États-Unis, ces dernières années, il y a eu beaucoup d'études de vie réelle qui sont publiées. Il faut savoir que les personnes l'arrêtent, et je pense que vous l'avez vu, vous aussi, en prescription, au bout d'un moment, parce que c'était difficile de se procurer, parce que c'était pas remboursé, parce que parfois il y a des effets secondaires, parfois ils sont arrivés à une certaine perte de poids, ils arrêtent. Donc, il y a beaucoup de non-persistance chez les personnes obèses, mais on garde une perte de poids de près de 9% à 2 ans de traitement. Là aussi, deuxième étude qui a été publiée récemment sur 1 an de patients sous GLP-1. À 6 mois, on a presque 46% qui sont sous traitement, les restes ont arrêté, et 32% à 1 an. Beaucoup de changements, ils changent aussi de traitement, et on l'a vu, je pense, nous aussi, en pratique courante, et le sémaglutide a quand même une bonne adhérence par rapport au liraglutide. Voilà, vous voyez les courbes d'arrêt de traitement avec le temps. Donc, il faut savoir qu'en vie réelle, et c'est ce qu'on va avoir, nous, en vie réelle, on a de moins bons résultats qu'en essai randomisé contrôlé, parce qu'on ne va pas dans les fortes doses, parce que l'adhérence est plus faible, il y a un coût, il y a un non-remboursement, il y a parfois des effets secondaires, et on n'accompagne pas autant nos patients du point de vue alimentaire. Alors, je vais passer maintenant aux fameux effets secondaires. Je ne vais pas tout détailler, mais je vais détailler ceux qui sont un peu en vogue en ce moment, puisqu'on a tous entendu parler de ces effets secondaires et les patients sont les premiers à venir chez vous et à vous pointer les effets secondaires. Je vais parler de l'œil en premier, puisque c'était un peu le boom, sur la rétinopathie et l'analogue de GLP-1 dans l'étude SUSTAIN 6, qui est la grande étude avec le sémaglutide, a montré qu'il y avait plus de rétinopathie versus placebo. Dans l'étude LEADER aussi, à l'époque, il y avait un peu plus de taux d'événements liés à la rétinopathie, et aussi dans REWIND, rappelez-vous, avec le dulaglutide. Donc la FDA a donné un signal d'alarme sur l'association significative de l'aggravation de la rétinopathie diabétique chez les patients diabétiques qui sont mis sous analogue de GLP-1. Plusieurs mécanismes, je ne vais pas les détailler, mais en gros, c'est surtout l'abaissement rapide de la glycémie chez les patients diabétiques, des proliférations endothéliales avec des complications. Les données de vie réelle n'ont pas montré ça vraiment chez les patients diabétiques type 2, et nous, on prescrit le liraglutide depuis plus de 10 ans. On n'a pas vu vraiment d'aggravation. Donc, il y a une grande recherche en cours, c'est l'étude FOCUS, dont on attend les résultats pour l'année d'après, qui va évaluer la rétinopathie chez les patients diabétiques type 2 sous sémaglutide pour avoir la réponse. Il y a un deuxième effet oculaire dont vous avez dû entendre parler, c'est la neuropathie optique ischémique, donc pas la rétinopathie diabétique. Il y a eu des risques accrus qui ont été signalés dans les bases de vigilance de la FDA. Et en vie réelle, les preuves ont été contradictoires. Il n'y a pas eu vraiment d'association, mais en tout cas, la FDA s'est a alerté sur ces cas de neuropathie optique. Alors, on ne sait pas si c'est lié au traitement ou si c'est à une déshydratation avec une baisse de perfusion. Le nerf optique est très fragile, ou à des baisses de glycémie. On ne sait pas. En tout cas, il y a un flou dessus, sur ce côté pression osmotique. Donc, on fait attention s'il y a un flou visuel rapporté par un patient. Donc, attention pour les effets ophtalmologiques. Complications de la rétinopathie diabétique chez un patient qui a une rétinopathie diabétique. On a besoin de plus d'essais randomisés, contrôlés, et donc vigilance pour nous, cliniciens, de ne pas abaisser trop vite la glycémie, notamment chez nos patients diabétiques. Deuxième effet, c'est le pancréas. On a entendu parler des effets pancréatiques, mais je vous rassure, sur beaucoup d'études, il n'y a pas de risque potentiel dans les études donc randomisées, contrôlées, dans les études vie réelle. C'était surtout dans les études expérimentales. Les odds ratios reviennent à 0 pour les essais. En fait, il y a une augmentation de la lipasémie sous analogue de GLP-1, on le sait, puisque ça stimule le pancréas. C'est pas très significatif, c'est modeste, c'est bénin, c'est réversible. Bien sûr, on va se méfier d'un patient qui a des signes de pancréatite, mais il n'y a pas de différence significative versus les autres traitements, parce que déjà le patient diabétique et le patient obèse fait plus de pancréatite que les autres personnes. Donc beaucoup de revues de littérature publiées récemment et de méta-analyses qui se sont penchées sur le sujet, qui n'ont pas montré de lien direct. C'est peut-être indirect. Attention aux pertes de poids rapides, aux patients qui ont des lithiases vésiculaires qui peuvent migrer et aux patients qui ont de l'éthylisme. Récemment, il y a la dernière cohorte qui a été publiée avec 33 000 patients pendant 9 ans sous GLP-1. Il n'y avait pas plus de cancer du pancréas sous analogue de GLP-1. Le risque
chez un patient diabétique augmente avec le temps, mais il est similaire à un patient obèse non diabétique, donc de risque de pancréatite. Donc bien sûr, s'il y a un antécédent de lésions pancréatiques ou de tumeurs pancréatiques, on ne va pas prescrire. On va titrer toujours progressivement et dès qu'il y a des signes de pancréatite aiguë, bien sûr, vomissements répétés, douleurs, il faudra arrêter le traitement. Les lithiases vésiculaires, je ne vais pas vous dire le contraire, puisque c'est l'effet secondaire, je pense, qui a été rapporté beaucoup ces dernières années, et il a été prouvé dans les méta-analyses, puisqu'il y a un surrisque de lithiase vésiculaire sous analogue de GLP-1. Et je vous rappelle que dans les études de perte de poids avec les chirurgies bariatriques, il y avait aussi le surrisque de lithiase vésiculaire, mais souvent ces patients bénéficiaient d'une cholécystectomie aussi pour certains patients, parce que avec sous analogue de GLP-1, il y a une sursaturation en cholestérol, il y a une mobilité de la vésicule biliaire qui est ralentie, une boue biliaire qui stagne, et ça peut faire des calculs vésiculaires. Donc les patients à risque sont les patients qui vont perdre trop rapidement le poids. Il y a une vitesse de perte de poids à ne pas dépasser, c'est maximum 4 kg par mois, 1 kg par semaine. Même si on peut aller à un demi-kilo par semaine, c'est plus raisonnable. Donc il ne faut pas dépasser cette vitesse. C'est ces patients-là qui sont sous les fortes doses et qui sont restés très longtemps sous forte dose qui font plus de lithiase vésiculaire. La sarcopénie aussi a été un effet secondaire qui a été assez pointé du doigt ces dernières années, puisque quand on perd le poids sous analogue GLP-1, presque 40%, c'est la perte de muscle. Il faut le savoir, ça existe, c'est vérifié dans les études, même dans l'étude Sustain 8, qui est l'étude avec le sémaglutide, ils ont montré que sur 5 kilos, il y avait 2 kilos de perte de muscle. Donc, elle est là, ça existe. Donc, si un patient est très content de perdre beaucoup de poids, il faut s'assurer par les impédances mètres qu'il ne perd pas du muscle en parallèle. Là aussi, dans une étude qui a été récemment publiée par les Chinois, la perte musculaire est de presque 5% du poids du corps. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que sous GLP-1, les patients, tout simplement, mangent moins. Il y a des patients qui sont à 800 calories par jour, ils sont tout contents parce qu'ils ont une réduction de l'appétit, mais quand on voit l'apport nutritionnel et l'apport en protéines, il est effondré, on n'arrive même pas à 20 grammes de protéines par jour. Et pourtant, c'est dommage parce que le sémaglutide et les autres GLP-1 ont des bénéfices sur le muscle. Ils diminuent le gras dans le muscle, donc ça améliore la sensibilité à l'insuline. Ils ont des mécanismes mitochondriaux, donc du coup, on a besoin de plus de stratégies pour limiter la perte de masse musculaire, notamment les stratégies alimentaires et bien sûr d'activité physique. Pour finir, je ne vais pas détailler les 3 effets secondaires qui sont classiques, qu'on avait aussi avec le liraglutide. Les digestifs existent au début à l'initiation, ils sont souvent temporaires, ils sont souvent modestes, sauf chez les sujets plus âgés et polymédiqués. Ils sont dose dépendants, donc attention parfois revenir aux doses antérieures ou garder du dosage faible chez un patient. Les taux d'interruption sont relativement faibles. Attention aux obstructions intestinales, aux cas qui ont été publiés à l'époque, mais qui ne sont moins publiés en ce moment. Les études scandinaves n'ont pas montré donc d'iléus paralytique. Un peu d'effet psychique rapporté aussi. N'oubliez pas que le premier plaisir de l'homme, c'est l'alimentation. Donc, les circuits de dopamine sont un peu diminués. Les patients ne retrouvent plus le plaisir de l'alimentation sociale. Il y a un petit isolement social. Donc, il faut essayer d'encourager, trouver des solutions avec les patients. Il y a eu plus de dépression et d'anxiété, mais c'était surtout chez une certaine catégorie de patients qui étaient déjà sujets aux dépressions ou qui prenaient déjà des anxiolytiques. Donc, on surveille un petit peu ces signes. Pour la thyroïde, rappelez-vous, il y avait surtout le signal avec le cancer médulaire de la thyroïde. C'était aussi avec le liraglutide. Donc récemment, dans les études coréennes, il n'y a pas eu d'association significative de nouvelles tumeurs. Mais bien sûr, on ne va jamais le prescrire à quelqu'un qui a un antécédent de CMT ou de NEM2. Alors, pour finir, comment on fait en pratique courante, puisque c'est ce qui va nous intéresser à nous qui sommes prescripteurs. Donc, dans les recommandations, et je reviens aux recommandations de l'obésité, donc la nouvelle classification de l'obésité, chez un patient qui a une obésité clinique, ce que vous voyez en violet, là en rose, il faudrait conseiller les analogues GLP-1 parce que cette obésité donne des conséquences métaboliques. Donc, ça pourrait aider pour l'inflammation et pour réduire la qualité de vie. Et dans nos recommandations pour le diabète, vous le savez très bien qu'un patient diabétique en surpoids devrait bénéficier des analogues de GLP-1. On va chercher tout ce qui est antécédent de CMT. Les antécédents de maladies graves, si quelqu'un a déjà des microlithiases ou quoi, ça va être peut-être problématique, ou bien sûr tout ce qui est pancréas.
On va revérifier les indications. On a tous certains patients qui viennent consulter avec 2-3 kilos à perdre pour mettre du GLP-1. Donc, il y a des critères d'indication. Le type de diabète, on sait très bien que, entre nous, je sais qu'il y a certains diabétiques type 1 qui mettent les analogues de GLP-1 et qui ont un bénéfice, mais on est encore hors AMM. La contraception, parce que ça peut retarder l'absorption de la contraception, donc surtout dans les phases d'initiation. Et certaines contre-indications relatives, notamment les patients qui ont de la gastroparésie sévère, les antécédents de lithiase, pancréatite, les nodules thyroïdiens suspects, etc. On regarde la fonction rénale et hépatique régulièrement, notamment quand vous montez dans l'escalade des doses. L'échographie, alors elle n'est pas recommandée tout le temps dans le suivi, mais dès qu'il y a un certain pourcentage de perte de poids, plus de 5 à 10%, il faut commencer à envisager de voir l'échographie de la vésicule biliaire. On ne fait pas de lipazémie dans le suivi, même si certains le faisaient, parce qu'elle peut augmenter à 1,5 fois la normale et ça peut alarmer alors qu'elle n'est pas significative, sauf s'il y a des signes. On surveille bien sûr la rétinopathie, on dépiste la neuropathie optique s'il y a une baisse brutale de l'acuité visuelle. Et surtout, j'insiste sur ce point, l'évaluation alimentaire. Je vous propose de demander à vos patients des rappels de 24 heures quand ils viennent en consultation et vous allez être étonnés de voir le sous-apport en protéines des patients. Et si vous pouvez vous permettre de faire une évaluation de la masse musculaire, peut-être pas tout de suite, mais au bout de 3 mois, quand il commence à avoir une perte de poids, ça guide et ça montre aux patients qu'il y a une perte musculaire et on peut adapter le renforcement musculaire dessus et bien sûr adapter les autres traitements antidiabétiques. Donc vous avez les recommandations de 2025 qui sont les recommandations nutritionnelles pour les patients sous GLP-1 obèses et vous allez avoir aussi dans 2 mois les nouvelles recommandations de la SFE pour les GLP-1 aussi, donc plus détaillées sur l'accompagnement. En gros, qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est 1, l'apport protéique, 1,2 à 1,6 quand vous êtes dans la phase active de perte de poids. Après, vous pouvez descendre à 1,2. Vérifiez les sources de protéines. Les patients pensent que les protéines, ce n'est que les protéines animales. Attention, vous pouvez être amené à prescrire des suppléments. Moi, personnellement, ça m'arrive de prescrire dans les phases actives de perte de poids chez quelqu'un qui n'arrive pas à la hauteur des protéines, des suppléments, notamment les isolates, et d'associer le renforcement musculaire. Faire des muscles, ce n'est pas apporter des protéines tout seul. Pour faire des muscles, il faut apporter les protéines et travailler la fibre musculaire. Et vous allez être étonnés que des personnes qui n'ont jamais fait de renforcement vont commencer à faire des petits renforcements avec des poids de 1 kg à domicile. Il y a plein d'applications ou de vidéos sur cela. Voilà les micronutriments à rechercher dans le suivi dès que le patient commence à perdre un certain nombre de kilos. Vous cherchez bien sûr les oligo-éléments, les vitamines liposolubles et les vitamines du groupe B, bien sûr le fer. Vous pouvez supplémenter en proactif. Dès que le patient arrive au 2e, 3e mois, il est conseillé de donner un complexe multivitaminé et peut-être un complexe en vitamine B et de l'oméga 3. Les signes de carence sont à surveiller. Bien sûr, une alimentation équilibrée permettrait d'aider et il faut un suivi nutritionnel à ce moment-là. Dès qu'on commence à aller dans les grandes pertes de plus de 10 kilos, il faut accompagner les patients. Comme j'ai dit, le renforcement musculaire est très important, donc il est plus facile bien sûr chez les sujets jeunes, mais ne baissez pas les bras chez les sujets entre 60 et 70 ans parce qu'ils sont vraiment adhérents au renforcement et analyser la composition corporelle régulièrement. Hydratation, parce qu'il faut savoir que les analogues de GLP-1 agissent aussi sur le centre de la soif. Ils diminuent la soif, donc attention. La constipation, les diurétiques, les laxatifs osmotiques type Forlax sont les plus efficaces pour la constipation sous GLP-1. Et dans les phases d'initiation, il faudra éviter les aliments gras, épicés, trop épicés, piquants et riches en fibres. Pour finir, la reprise du poids, bah oui, ce sont des médicaments qui font perdre le poids, mais l'obésité est une maladie chronique. C'est comme quand on arrête un traitement antihypertenseur, l'hypertension va reprendre. Donc on a un peu un manque. Normalement, ce serait peut-être un traitement indéfini. Dès qu'on arrête sans avoir mis l'activité physique ou changé la composition corporelle, la personne va reprendre parce que le corps va faire tout pour vous remettre au poids d'avant. Et dans l'étude Step 1, vous voyez, ils reprennent le poids, mais pas autant qu'au début. Donc, il y a toujours un bénéfice. Ne jamais arrêter brutalement chez les patients diabétiques type 2, puisque c'est un traitement à protection cardiovasculaire, même si on garde un bénéfice à l'arrêt. Et je pense que le plus important, c'est que ça va être une aide et que les patients doivent rester sur l'activité physique et l'hygiène alimentaire.
Il y a des études qui parlent de metformine, metformine-glyptine à rentrer dans les périodes de sevrage. Et il y a beaucoup de stratégies possibles. Personnellement, les microdosings sont très... J'ai lu beaucoup dessus et je l'ai expérimenté. Le microdosing et les doses alternées écartées sont vraiment très utiles pour aller dans la période de sevrage quand on arrive à la période de stabilisation du poids. Et vous avez des applications qui existent maintenant pour aider vos patients. Donc, vous avez les GLP-1 trackers et les peptides GLP-1 trackers qui vont vous permettre justement de suivre le poids, de suivre l'injection, de suivre bras droit, bras gauche, effets secondaires, douleur. Donc, il y a plusieurs paramètres. Donc, pour conclure, l'obésité, c'est l'excès de masse grasse. Et l'obésité clinique est celle qui nous pose problème. L'obésité avec un retentissement. On a une arme enfin, on n'avait pas beaucoup d'armes avant, vous le savez tous que c'était difficile de faire perdre le poids. Les analogues de GLP-1 avec des multiples bénéfices qu'on a vus tout à l'heure et les nouveaux bénéfices. Mais il faut suivre les effets secondaires, notamment digestifs, psychiques, etc. et sarcopénie. Donc, il faut accompagner, évaluer au départ, titrer très doucement, éduquer, apporter les protéines, évaluer régulièrement la masse musculaire, faire des bilans micronutritionnels à 3 mois, 6 mois, peut-être donner des compléments alimentaires, que ce soit en shake de protéines ou en micronutriments, garder la phase de stabilisation parce que le cerveau, il veut le set point, il faut lui ramener un nouveau poids et il faut qu'on soit, nous, formés médicalement de manière continue pour être à la page, pour prescrire et pour avoir enfin une injection qui pourrait tout changer. Et je vous remercie pour votre attention. Merci.